Dans cette formation Excel, nous proposons une fois de plus de bâtir une application permettant de simplifier la gestion de la logistique d'une entreprise. En l'occurrence, pour le cas pratique ici, il s'agit d'une société grossiste en semences agricoles qui effectue le suivi et la traçabilité de ses lots sur diverses sources de données qui sont liées entre elles, disposées dans deux feuilles de ce classeur Excel. Ces sources de données sont régulièrement mises à jour par le biais d'un intranet de l'entreprise. L'objectif pour le responsable consiste à pouvoir désigner l'un de ces lots par son numéro, proposé dans une liste déroulante, et à sélection de constater que toutes les données sont rapatriées instantanément avec des résultats statistiques de synthèse. Et comme vous le constatez, dans la base de données source marquée par une mise en forme conditionnelle, certains lots proposent des répétitions car proposent des déclinaisons. Et l'enjeu ici consiste à pouvoir rapatrier tous les enregistrements attachés à un seul lot dans les deux sources de données. En d'autres termes, il s'agira donc d'extraire les données de doublons par des calculs Excel essentiellement, pas de code VBA ici. Pour ce faire, et comme toujours, donc, je vous propose de débuter depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr, dans lequel nous retrouvons les trois feuilles. Dans les deux premières, il y a les deux bases de données, la table parent et la table enfant qui lui est directement liée, dans laquelle nous allons retrouver les ordres de fabrication OF de ces lots qu'il va falloir réussir à déceler par les calculs afin de pouvoir importer toutes les données attachées à un numéro de lot directement dans la feuille console. Mais avant cela, la première chose à proposer à l'utilisateur est une liste déroulante des numéros de lot uniques. Et comme je vous le disais en préambule, nous l'avons constaté par cette mise en forme conditionnelle, certains lots proposent des redondances. C'est la raison pour laquelle nous allons tout d'abord construire une liste, une source de données, purger des doublons que nous utiliserons pour remplir cette liste déroulante dynamique tant qu'à faire qui s'adaptera à la hauteur de la source ainsi purgée de ces répétitions. Et pour ce faire, nous allons exploiter un processus identique à celui que nous avions mis en œuvre lors de la formation qui permettait de purger les doublons pour remplir des listes déroulantes en cascade, en repérant dans une colonne arbitraire par un calcul toutes les valeurs uniques des lots et en ignorant toutes les répétitions. Pour ce faire, je vous propose donc de débuter le calcul en cellule G3, d'initialiser comme toujours la formule par le symbole égal, suivi de la fonction si en ouvrant la parenthèse, puisqu'il s'agit de vérifier un critère qui consiste à dénombrer la présence d'un numéro de lot dans les cellules précédentes pour savoir s'il a déjà été référencé ou non. S'il a déjà été référencé, nous ne le recomptons pas, et s'il n'a pas encore été référencé, eh bien il s'agit de le marquer par un indicateur numérique incrémenté. Et pour ce faire, nous exploitons, comme nous l'avions fait, la fonction de dénombrement selon un critère nb.si que nous allons faire agir sur une plage de cellules en perpétuelle évolution, c'est-à-dire au fur et à mesure que la formule est répliquée sur les lignes du dessous. C'est la raison pour laquelle, afin de désigner la plage de cellules sur laquelle comptait le critère, eh bien nous désignons le point de départ, soit la cellule C2. Puis nous enfonçons les deux points du clavier afin de générer artificiellement la petite plage de cellules C2, deux points C2, c'est-à-dire elle-même. Et nous prenons soin dans un deuxième temps de figer seulement avec la touche F4 du clavier sa borne supérieure. Ainsi, nous allons pouvoir dénombrer le critère du numéro de lot sur une plage de cellules qui va progresser au fur et à mesure que nous répliquons le calcul, mais en tenant compte essentiellement des lots précédents. L'objectif est donc, sur cette plage de cellules qui va progresser, de vérifier si le critère du numéro de lot en cours a déjà été comptabilisé ou non. Nous fermons donc la parenthèse de la fonction nb.si et pour pouvoir établir la condition de la zone de critère de la fonction si, eh bien, nous demandons si ce décompte est supérieur à 0. Vous êtes d'accord que si le résultat est supérieur à 0, cela signifie que ce numéro de lot a déjà été comptabilisé, auquel cas, eh bien, nous souhaitons conserver la cellule vide
pour justement ne plus le repérer. Dans le cas contraire, sinon, donc point virgule, eh bien nous souhaitons marquer numériquement ce numéro de lot pour en faciliter ensuite l'extraction sans doublon, tant qu'à faire avec un numéro incrémenté pour que nous puissions nous déplacer au fur et à mesure sur les uns et les autres. Et donc, nous allons répliquer l'astuce que nous avions utilisée dans les formations précédentes, qui consiste à exploiter la fonction max pour trouver le nombre le plus grand déjà calculé sur cette plage de cellules, ou plutôt sur les cellules précédentes avec la même astuce. Alors en l'occurrence ici bien sûr, puisque le calcul doit se réaliser sur la colonne G, nous désignons comme point de départ la cellule G2, nous enfonçons les 2 points du clavier pour générer la petite plage qui doit progresser en prenant soin, comme précédemment, de figer sa borne supérieure pour laisser sa borne inférieure progresser avec le calcul et donc sa hauteur augmenter au fur et à mesure. À ce résultat statistique retourné, et bien par rapport au précédent résultat, nous allons ajouter une unité, plus 1. Il convient désormais donc de fermer la parenthèse de la fonction ci, de valider le calcul par contrôle entrée pour conserver la cellule active, et il ne reste plus qu'à double-cliquer sur la poignée de la cellule pour répliquer la logique sur la hauteur de la base de données et constater qu'à chaque fois qu'un numéro de lot effectivement n'a pas été encore référencé, qu'un numéro incrémenté grâce au max plus 1 est bien repéré. En revanche, lorsque ce numéro est une répétition, il est ignoré, si bien qu'en tenant compte de ces numéros incrémentés, nous devons être en mesure de pouvoir reconstituer dans la feuille console la source de données purgée des doublons qui servira à la construction de notre liste déroulante tant qu'à faire, et comme je vous le disais, qui doit être dynamique. Et pour ce faire, je vous propose là encore de nous placer dans une colonne arbitraire. En l'occurrence, nous débutons le calcul d'importation en cellule M4. À l'issue, nous pourrons masquer ces colonnes de manière à conserver une présentation tout à fait sobre. L'objectif ici est d'exploiter l'imbrication des fonctions d'extraction Excel index et equiv pour retrouver tour à tour tous ces numéros incrémentés et rapatrier l'information correspondante, en l'occurrence le numéro de lot. Nous débutons le calcul par le symbole égal et nous exploitons la fonction si-erreur car, comme vous le savez, une fonction d'extraction, lorsqu'elle ne trouve pas ce qui lui est demandé, va retourner un message d'erreur disgracieux. Cette fonction si-erreur va nous permettre justement d'ignorer ce message. Le principe, comme je vous le disais, consiste à exploiter pour reconstituer cette liste, cette source de données purgée des doublons, les fonctions index et equiv. Lorsque nous ouvrons la parenthèse de la fonction index, elle propose d'extraire une information d'une base de données matrice en fonction de son numéro de ligne et de son numéro de colonne. La colonne, nous la connaissons, il s'agit de la deuxième colonne de la base de données pour le numéro de lot. Le numéro de ligne, lui, dépend de ce numéro incrémenté et c'est la fonction equiv qui va nous permettre justement de le restituer. Nous commençons par désigner la base de données sur laquelle les informations doivent être récupérées. Tant qu'à faire pour un calcul dynamique, nous désignons les colonnes par leurs étiquettes B et F, BAF dans la feuille stock. Ainsi, si de nouvelles données devaient être ajoutées à la suite de ce tableau en raison d'une actualisation, eh bien elles seraient prises en compte, donc nos calculs resteraient bien dynamiques. Point virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne qui consiste à récupérer l'information située en colonne 2 de cette base de données par rapport à la sélection. Tout dépend effectivement de la position de ce numéro incrémenté. Et c'est, comme je vous le disais, la fonction equiv qui va permettre de rechercher une valeur variable, c'est-à-dire incrémentée, pour pouvoir renvoyer sa position, son indice de ligne. Et pour cela, nous exploitons, comme nous l'avions fait dans les formations précédentes, la fonction ligne qui, comme vous le savez, par rapport à une référence de cellule désignée, renvoie tout simplement son indice de ligne. En désignant par exemple, et arbitrairement, la cellule M1 qui se trouve bien en ligne 1, la fonction ligne va retourner la valeur 1 qui est la valeur à rechercher. Nous en profitons
pour supprimer le préfixe de la feuille désignée, puisque le calcul est lui-même écrit dans la feuille console, donc il n'est pas nécessaire de le répéter. En désignant M1, donc, comme je vous le disais, la fonction ligne va retourner la valeur 1. Comme dans la foulée, nous allons répercuter le calcul sur les lignes du dessous, et bien la fonction équive cherchera ensuite ligne de M2, de M3, de M4, donc les indices 2, 3, 4, soit les numéros incrémentés que nous avons construits dans la base de données stock dans la colonne arbitraire. Point virgule. Dans quelle colonne devons-nous réaliser cette recherche? Nous retournons dans notre feuille stock et nous désignons intégralement, là encore, la colonne par son étiquette, soit la colonne G. Point virgule, dernier argument de la fonction équive, le chiffre 0 pour indiquer une correspondance exacte, puisqu'en l'occurrence, nous recherchons précisément ces numéros incrémentés. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive, si bien que nous nous retrouvons dans les arguments de la fonction index. Nous sommes à ce stade censés lui avoir indiqué la base de données dans laquelle rechercher l'information, le numéro de ligne qui est retourné par la fonction équive. Il ne reste plus qu'à lui fournir le numéro de colonne pour restituer le numéro de lot correspondant. Comme je vous le disais, il s'agit de la colonne C qui en réalité est la deuxième colonne de la sélection, donc le chiffre 2 permet de la désigner. Nous fermons désormais la parenthèse de la fonction index et nous nous retrouvons dans les arguments de la fonction si erreur, et comme je vous le disais, point virgule, dans le cas où une erreur est générée puisque la valeur demandée n'est pas trouvée, parce que nous sommes arrivés par exemple à la fin de l'incrémentation, eh bien nous proposons de conserver la cellule vide par deux guillemets, puis nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur et nous validons le calcul. Constatez que, en effet, la première des références des numéros de lot est effectivement importée. Pour obtenir une liste suffisamment exhaustive, nous proposons de tirer la poignée du calcul sur un nombre de lignes suffisamment important, car la base de données source propose un grand nombre de données, par exemple jusqu'à la 500e ou 600e ligne, peu importe, et constatez que lorsque nous allons remonter, eh bien, nous constaterons effectivement la présence de tous ces numéros de lot purgés des doublons, et nous allons en faire la démonstration, puisque nous l'avons constaté grâce à la mise en forme conditionnelle dans la source de données. Vous remarquez que le deuxième numéro de lot, D95 831, est directement répété 5 fois. Qu'en est-il dans la source reconstituée? Remarquez qu'après la première référence, ce numéro de lot n'est pas répété, il n'est proposé qu'une seule fois, pour ensuite passer au suivant, celui qui est listé directement après la répétition, comme vous le remarquez, dans cette liste ainsi reconstituée, purgée de doublons, grâce à ce calcul intermédiaire permettant de repérer de façon numérique incrémentée toutes les références uniques et ensuite de les importer grâce à l'imbrication des fonctions index et équive. Comme nous avons tiré la poignée suffisamment bas, là encore, si les sources de données venaient à évoluer, eh bien, nos listes, notre source purgée de doublons serait elle aussi implémentée et mise à jour. Il s'agit donc, pour continuer de produire une application dynamique, de proposer une liste déroulante qui soit strictement basée sur les bornes de cette source importée, bornes variables. Nous proposons là encore de réaliser un calcul intermédiaire en colonne n que nous masquerons à l'issue, qui va permettre de repérer de façon numérique la présence, oui ou non, d'une référence importée. Très simple. Nous commençons le calcul grâce à la fonction si. Le critère consiste à savoir si la cellule située juste à sa gauche, soit la référence importée, est vide ou non. Est-elle différente de guillemets? En d'autres termes, est-elle non vide? Si tel est le cas, à ce moment-là, arbitrairement, nous choisissons de marquer cette cellule par le chiffre 1. Dans le cas contraire, pas d'incrémentation ici, vous allez comprendre. Dans le cas contraire, vraisemblablement c'est que nous avons atteint la fin de la liste, eh bien, nous saisissons deux guillemets pour conserver la cellule vide. Nous validons le calcul par contrôle-entrée, nous double-cliquons sur la poignée de la cellule pour répliquer le calcul sur la hauteur précédente, et nous devrions constater que lorsque plus aucune référence n'est inscrite dans la cellule de la colonne M, constatez que l'énumération des chiffres 1 qui servent de marqueur se stoppe
aussi soudainement. L'intérêt est de pouvoir exploiter la fonction NB d'Excel qui permet de comptabiliser sur une colonne le nombre de valeurs numériques. Et bien ce nombre définira la hauteur de la plage de cellules à construire pour pouvoir justement bâtir une liste déroulante parfaitement calée sur ces bornes variables. Eh bien, c'est ce que nous proposons de faire dans la foulée, dans la cellule B5, qui doit permettre justement aux responsables de sélectionner un numéro de lot unique pour en effectuer le suivi et la traçabilité. Comme vous le savez, pour construire une liste déroulante, après avoir sélectionné la cellule en question, nous activons le ruban Données en haut de la fenêtre Excel et dans la section Outils de données, nous cliquons sur le bouton Validation de données. Dans l'onglet Options de la boîte de dialogue Validation des données, le principe consiste dans un premier temps à autoriser une liste, c'est-à-dire une liste déroulante, et à la définir en cliquant dans la zone source. Habituellement, nous sélectionnons à la souris la borne stricte de la plage de cellules qui sert de source de données. Comme je vous le disais ici, l'objectif est que cette plage de cellules s'adapte aux nouvelles potentielles données qui auraient été mises à jour. C'est la raison pour laquelle nous allons bâtir un calcul de manière à ce que cette plage soit dynamique grâce à la fonction décalée qui porte bien son nom, qui permet de décaler les bornes d'une plage de cellules. La fonction décalée demande en premier argument quel est le point de départ de la plage de cellules à considérer. Il s'agit fort logiquement de la cellule qui a permis d'initialiser le calcul, soit M4, qui est naturellement figée par Excel, ce qui nous va très bien. Et puis, nous continuons avec l'énumération des deux arguments fixés à 0 suivants, c'est-à-dire l'indice, le décalage en ligne et le décalage en colonne. Par rapport à ce point de départ, la fonction décalée permet de définir si nous souhaitons nous positionner par exemple 2 cellules après ou bien 2 cellules à droite ou avant. En l'occurrence, ici, nous partons de ce point de départ. Ce qui nous intéresse, c'est de faire varier la borne inférieure, c'est-à-dire la hauteur de cette plage de cellules pour pouvoir intégrer précisément les données qui ont été importées. Eh bien, c'est le quatrième argument de la fonction décalée qui permet justement de le définir. Cette hauteur, comme je vous le disais, dépend du nombre de chiffres inscrits dans la colonne L qui va être renvoyé par la fonction NB qui demande comme argument la plage de cellules sur laquelle compter justement ces valeurs. Nous lui indiquons la colonne N en cliquant sur l'étiquette N. Nous fermons la parenthèse de la fonction NB, nous fermons la parenthèse de la fonction décalée, et à ce stade, logiquement, nous devrions réceptionner une liste déroulante dont les bornes sont parfaitement calées sur la hauteur de la plage de cellules ainsi importée. Nous allons pouvoir le vérifier en déplaçant le curseur de l'ascenseur jusqu'à la dernière référence, 179 574. Qu'en est-il si nous naviguons jusqu'à la dernière référence du numéro de lot qui a été importé par le calcul? Constatez qu'elles correspondent en effet. Nous allons prendre soin de bien nous positionner dessus car je suis allé un peu trop loin. Nous avons bien le PL 179 574, ce qui signifie que notre liste déroulante n'a pas considéré des cellules en trop qui auraient allongé sa taille et proposé un nombre considérable de zones blanches et vides disgracieuses. Nous sommes désormais calés et si cette liste venait à varier en hauteur, plus ou moins de numéros de lot importés, cette liste déroulante s'adapterait et s'ajusterait parfaitement à sa taille. Il s'agit désormais, à sélection effectivement d'un numéro de lot, de pouvoir maintenant rapatrier l'ensemble des informations qui lui sont liées et attachées dans des sources données elles-mêmes liées entre elles, d'ailleurs selon la philosophie des bases de données Access, où nous allons disperser les données dans plusieurs tables et relier ces tables entre elles par le biais de clés primaires. Voici ce que nous pourrions appeler une clé primaire, quoique une clé primaire, je vous le rappelle, est un identifiant unique, ce qui n'est pas le cas ici, et d'ailleurs c'est l'enjeu de cette formation, puisque
Pour un numéro de lot, nous ne souhaitons pas récupérer que les informations de la première valeur trouvée, car ça nous savons le faire avec index équive ou encore avec recherche V. L'objectif est de pouvoir poursuivre la recherche et l'extraction tant qu'une répétition, une redondance est décelée. Et l'astuce consiste une fois encore à passer par un calcul intermédiaire qui va permettre de repérer de façon incrémentée, c'est-à-dire par des chiffres, eh bien, chacune de ces valeurs redondantes en fonction du choix utilisateur réalisé à l'instant T dans la feuille console par le biais de la liste déroulante. Et pour ce faire donc, dans la feuille stock colonne H, arbitraire encore une fois, eh bien, nous allons réaliser ce petit calcul intermédiaire grâce à la fonction si, comme toujours, qui va permettre justement de déceler comme critère si le numéro de lot en cours que nous sélectionnons est bien identique au numéro de lot effectivement désigné par l'utilisateur par le biais de la feuille console. Donc, nous revenons dans la feuille console. J'ai quelques difficultés à sélectionner ma cellule en raison de la liste déroulante qui est active, peu importe. Je vais saisir les références de ma cellule en question, donc B5 préfixé du nom de sa feuille, que je m'empresse de figer avec la touche F4 du clavier, puisque l'objectif est de pouvoir ensuite répliquer ce calcul sur les lignes du dessous, et donc comparer chacune des références à celle de la console qui est toujours en cellule B5 et donc qui ne doit pas bouger. Si effectivement, eh bien, ce numéro de lot est identique à celui de la console, à chaque fois qu'il est repéré, nous souhaitons le marquer d'un numéro incrémenté, même astuce que précédemment, fonction max qui va réaliser effectivement le calcul sur la colonne H, toujours par le biais de cette petite plage de cellules qui doit progresser au fur et à mesure que le calcul est répliqué. Comme cette formule est bâtie dans la feuille stock, nous nous passons en préfixe justement du nom de la feuille, nous figeons la borne supérieure de la plage pour que seule sa hauteur varie au fur et à mesure que le calcul est répliqué. Et à ce précédent numéro, donc max, eh bien, nous allons ajouter une unité pour pouvoir l'incrémenter, soit plus 1. Dans le cas contraire signifie que les numéros de lot ne correspondent pas. À ce moment-là, la cellule doit rester muette, de guillemets comme toujours, pour pouvoir le préciser. Nous validons le calcul par contrôle entrée. Je vous rappelle que dans la feuille console, la référence actuellement sélectionnée est le D95 831, soit l'enchaînement de cette répétition qui suit juste après le premier numéro de lot. Qu'en est-il si nous double-cliquons sur la poignée de la cellule pour répliquer la logique sur la hauteur de la base de données? Constatez que dès que le numéro de lot qui coïncide est repéré, eh bien, il est marqué. Et puis, pour tous ceux qui suivent, effectivement, il est marqué, mais de façon incrémentée pour pouvoir justement faciliter la réception de ces données, comme tout à l'heure, imbrication des fonctions index et équive, et puis de la fonction line qui va permettre de progresser dans le numéro à rechercher, le 1, puis le 2, puis le 3, etc. Tant qu'à faire, dans la base de données qui est directement liée à la première, ou plutôt la table, qui est directement liée à la table stock, nous allons réaliser exactement le même type de calcul pour repérer, entre autres, les ordres de fabrication qui sont attachés à une référence, à un numéro de lot ainsi désigné. Le principe est exactement le même. Nous commençons le calcul par une fonction si qui consiste à savoir si le numéro de lot qui se trouve un petit peu au milieu de cette table est bien identique au choix de l'utilisateur dans la console. En l'occurrence, ici, il s'agit, comme vous le remarquez, lot final de la colonne S pour l'enregistrement en cours, donc de la cellule S2. Est-ce que ce numéro de lot est effectivement identique, comme nous l'avons fait tout à l'heure, à la cellule B5 dont nous pouvons saisir les références et que nous figeons dans la foulée pour les mêmes raisons que précédemment? Dans ce cas, eh bien, même astuce, nous allons incrémenter le compteur sur cette plage de cellules grâce à la fonction max que nous faisons calculer sur une petite plage de cellules qui progresse au fur et à mesure que le calcul est répliqué, de manière à chaque fois à considérer les valeurs précédentes et ne pas inclure la cellule en cours elle-même dans le calcul, ce qui conduirait à une référence circulaire. Le calcul ne peut pas être réalisé sur une cellule qui attend elle-même son résultat. Nous figeons
la borne supérieure de cette plage, nous fermons la parenthèse de la fonction max, nous incrémentons ce résultat pour obtenir des valeurs uniques, l'objectif étant de pouvoir extraire toutes les données de redondance, de doublons, c'est-à-dire extraire tous les enregistrements correspondant à un même numéro de lot répété, de manière à offrir cette synthèse sur la feuille console pour le responsable. Dans le cas contraire, les numéros de lot ne correspondent pas, nous conservons la cellule vide, nous fermons la parenthèse de la fonction si, nous validons le calcul par contrôle entrée, et puis nous double-cliquons sur la poignée de la cellule pour le répliquer sur la hauteur de la source de données et constater qu'effectivement des numéros qui cette fois-ci ne se suivent pas, mais ça ne gêne pas le calcul, permettent de repérer en effet la présence de ce numéro de lot répété, et c'est bien le cas. Constatez ici qu'il s'agit de nouveau de la référence D95 831, mais qui n'est pas collée à la première cette fois-ci. L'objectif est donc désormais de pouvoir effectuer la recherche de chacune de ces informations en fonction de ce numéro de ligne incrémenté. En ce qui concerne l'article et la description, il n'y a pas de déclinaison. Il s'agira toujours du même code et de la même description. Les quantités, elles, vont se décliner. Il en va de même pour les emplacements et de toutes les informations secondaires qui permettent de conduire notamment à une information précieuse, les OF, les ordres de fabrication, pour cette fameuse traçabilité. L'extraction ici est triviale. Elle consiste bien sûr à réaliser une recherche par le biais, comme toujours, d'abord d'une fonction si erreur pour pouvoir intercepter les erreurs potentielles retournées par les fonctions d'extraction, à exploiter donc les fonctions index et equiv, index qui demandent dans un premier temps, par rapport à ce numéro de lot effectivement dont il faut déceler la présence, sur quelle base de données nous agissons. Nous agissons bien pour le code article, constatez qu'il est en colonne 1, sur la base de données située dans la feuille stock. Nous pourrions d'ailleurs nous contenter de préciser seulement la première colonne, mais par esprit de cohérence, nous désignons intégralement la base de données par ces étiquettes de colonne toujours pour pouvoir assurer un calcul dynamique, et une fois que nous avons désigné la base de données sur laquelle nous recherchons l'information, nous devons préciser son numéro de ligne ainsi que son numéro de colonne. Le numéro de ligne va dépendre du premier chiffre qui a été marqué en colonne H, le numéro de colonne étant la première colonne, soit le chiffre 1, qui permettra de conduire à ce numéro d'article, comme vous le constatez, qui est toujours identique. Donc le numéro de ligne, nous pourrions dire le chiffre 1, mais par esprit de cohérence, là encore, afin de pouvoir répliquer plus facilement le calcul pour les autres cellules, nous allons exploiter, comme nous l'avions fait, la fonction ligne que nous allons faire calculer à partir de la première ligne de la feuille, arbitrairement d'ailleurs la cellule A1, et comme toujours, puisque nous sommes de retour dans la feuille où est écrite la formule, nous allons nous débarrasser du préfixe qui est stipulé de nouveau devant la cellule que nous venons de désigner, A1, ligne de A1 qui va renvoyer le chiffre 1, c'est parfait. Ce chiffre qui ne va pas, alors il est trop tôt pour fermer la parenthèse de la fonction ligne, oui, bien sûr, il faut indiquer à la fonction equiv pour retourner cette information dans quelle colonne nous la recherchons. Je vous disais, ce numéro ne sera pas incrémenté pour ce premier calcul car il sera présent uniquement dans la cellule où il est écrit. Donc la colonne dans laquelle nous recherchons cette information est bien la colonne H du calcul intermédiaire précédent. Comme toujours, point virgule 0 pour une correspondance exacte. Nous fermons la parenthèse de la fonction equiv de manière à pouvoir nous retrouver dans les arguments de la fonction index qui désormais attend, comme vous le savez, le numéro de colonne de l'information recherchée. Le code article est situé en première colonne de la sélection, donc point virgule 1. Nous fermons la parenthèse de la fonction index, et puis il ne reste plus qu'à gérer l'erreur potentielle comme toujours, deux guillemets en cas de problème, nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur pour constater qu'en effet le code article est instantanément rapatrié. Il s'agit maintenant de répliquer à grande échelle ce calcul, constatez que pour la description, toujours située dans la même source de données, c'est-à-dire dans la feuille stock, que la colonne est la troisième. Pour ce faire donc, nous pouvons prélever le calcul précédent depuis sa barre de formule
afin qu'il n'y ait pas d'incidence au déplacement sur ces références, et nous allons coller ce calcul, puisque désormais, il ne reste plus qu'à adapter l'indice de colonne d'extraction, comme je vous le disais, il s'agit de la troisième, et vous voyez que grâce à ces calculs intermédiaires par rapport à une liste déroulante bâtie sur une source purgée de doublons, nous devrions vraisemblablement être en mesure de rapatrier toutes les informations attachées, puisque nous avions bâti ce calcul sur la recherche de lignes de A1 qui doit ensuite progresser vers A2, A3, c'est-à-dire les numéros 1, 2, 3, tant que une référence répétée est effectivement détectée. La quantité se trouve en colonne 4, tandis que l'emplacement se trouve en colonne 5. Donc, nous revenons dans notre feuille console, nous plaçons en B10 pour la quantité, nous collons notre précédent calcul, nous adaptons en effet l'indice de colonne d'extraction, nous validons le calcul par contrôle-entrée, nous répliquons cette même logique pour extraire, importer l'emplacement qui se situe en colonne 5, et donc dans la foulée, vraisemblablement, c'est tout l'enjeu de cette formation, sommes-nous en mesure d'extraire les données de doublons, d'importer tous les enregistrements correspondant à une référence répétée. Quand nous tirons la poignée sur un nombre suffisant de lignes vers le bas pour prévoir le dynamisme des calculs par rapport à la mise à jour potentielle de la base de données, remarquez qu'en effet, toutes les informations liées, tous les enregistrements attachés à une référence sont rapatriés les unes en dessous des autres grâce à ce repérage numérique incrémenté, donc des fils relevés à ce stade. Remarquez la présence ici d'une mise en forme conditionnelle qui se déclenche instantanément dès lors qu'elle détecte que le contenu de la cellule n'est pas vide, ce qui permet d'habiller la présentation en fonction des données qui sont ainsi greffées. Si nous passons par mise en forme conditionnelle, gérer les règles, remarquez que concernant la cellule B5 qui est active, cette règle est tout à fait triviale. Si cette cellule n'est pas vide, alors nous lui associons une bordure, ce qui signifie que dans le cas contraire, la cellule restera tout simplement dépourvue de mise en valeur. Donc une petite astuce fort intéressante. Il s'agit maintenant de pouvoir importer les données qui sont directement liées, mais dans la source de données, ou plutôt la table, qui est liée à celle des stocks, nous avons déjà repéré la position incrémentée de ces numéros de lot. Le principe est donc le même. Pour récupérer la quantité en cours, eh bien nous exploitons notre fonction si erreur comme toujours pour les mêmes raisons, puis nous imbriquons la fonction index qui permet d'extraire une information d'une base de données en fonction d'une ligne et d'une colonne. Cette base de données, cette fois-ci, est située dans la feuille OF pour les mêmes raisons que précédemment. Le dynamisme, eh bien, nous allons la spécifier par ces étiquettes de colonnes. Nous cliquons sur la première A et puis avec la touche Maj du clavier, il ne reste plus qu'à cliquer sur la dernière afin de désigner une plage de colonnes qui va de la colonne A jusqu'à la colonne W, dans le but effectivement d'inclure tous les champs de la base de données ainsi désignés. Le numéro de ligne est dynamique, variable, il dépend de cette incrémentation à repérer. L'astuce, comme toujours, grâce à la fonction itive, consiste à rechercher cette valeur en mouvement. Donc ligne 2, nous revenons dans notre feuille console, la cellule A1 en ligne 1 pour pouvoir retourner d'abord le chiffre 1 à retrouver, à rechercher, puis le 2, puis le 3, etc. Nous débarrassons du nom de la feuille en préfixe, toujours pour les mêmes raisons. Nous fermons la parenthèse de notre fonction ligne et nous devons indiquer dans quelle colonne, comme toujours, nous recherchons cette valeur incrémentée. Nous retournons donc dans la feuille OF, nous désignons la colonne X par son étiquette, point virgule 0 pour une correspondance exacte. Nous fermons la parenthèse de notre fonction active pour nous retrouver dans la fonction index qui demande désormais eh bien, l'indice de colonne de l'information que nous souhaitons rapatrier, la quantité ici, courante, est dans la colonne F, soit le numéro 6 par rapport à la sélection ainsi désignée, chiffre 6. Donc nous fermons la parenthèse de notre fonction index
point virgule, et puis deux guillemets comme toujours pour indiquer de conserver la cellule vide en cas de souci répertorié, car vraisemblablement nous serions arrivés à la fin de l'incrémentation. Pour les autres, eh bien, le principe est tout à fait identique comme précédemment. Nous allons répliquer par le biais de la barre de formule le calcul pour ne pas déplacer ses références. L'ordre de fabrication OF se trouve en colonne 1, donc il s'agit de le désigner en modifiant son indice de colonne. Et puis, comme vous le constatez, il s'agit bien de la cohérence des numéros ainsi importés. Le statut OF, quant à lui, se trouve en colonne 4. Donc après, il s'agit d'aller repérer les positions des champs dans la base de données qui est ainsi manipulée. La date demandée est située un peu plus loin dans l'enchaînement des champs. Il s'agit de mémoire de la 8. Après, pour les autres, je les avais notés, donc nous allons pouvoir répliquer ce calcul. Et vous voyez que le plus dur est fait. Il consiste à réaliser ces calculs intermédiaires qui vont justement permettre ce repérage. Une fois que le repérage est fait, il ne s'agit plus qu'à réaliser cette importation dynamique, imbrication des fonctions index et equiv. L'astuce consiste à exploiter la fonction lim qui va renvoyer un numéro incrémenté, donc dynamique, au fur et à mesure que nous répliquons ce calcul, cette logique sur les cellules du dessous. Et là encore, nous devrions constater que nous sommes en mesure, en répliquant cette logique vers le bas, d'importer tous les enregistrements attachés à un même numéro de lot depuis les sources liées. C'est ce qu'il y a de plus intéressant encore dans cette application, puisque il est difficile d'avoir une lisibilité suffisamment claire sur l'ensemble des données qui interagissent entre elles du fait de la répartition dans des sources de données volumineuses. Constatez que désormais, eh bien, le gestionnaire, l'administrateur, n'a plus qu'à effectuer un choix sur une référence dont il souhaite et réaliser ici le suivi, la traçabilité pour donner des consignes et réaliser certaines actions par rapport à des constatations qui seront livrées directement depuis la console ainsi fabriquée. Nous allons désigner une référence particulière car je sais de mémoire qu'elle propose des redondances. Il s'agit de la F91518 et constatez qu'instantanément, vous le remarquez, c'est assez magique, toutes les informations sont bien importées, rapatriées, toutes celles qui correspondent à ce numéro de lot. Il y a des références qui sont situées un peu plus loin, notamment la G03472, donc pour parfaire la démonstration, eh bien nous allons tenter de la sélectionner pour voir ce qu'il en est dynamiquement. Remarquez que toutes les informations sont rapatriées, qu'il n'y a pas de limite, ces plages sont effectivement dynamiques en fonction de la répétition ainsi décelée par ces calculs intermédiaires dans les bases de données. Dès lors, eh bien, le responsable peut effectuer le suivi de ces lots, constater si les ordres de fabrication sont en marche, si la somme des quantités en cours n'est pas supérieure à la quantité définie depuis la source de données par an, sinon il y aurait incohérence. Et d'ailleurs, c'est un calcul dynamique que je vous proposerai de réaliser dans la prochaine formation qui consistera à placer ce calcul dans une position non définie directement à la suite des extractions, c'est-à-dire selon les bornes des plages de cellules qui seront définies dynamiquement par les calculs d'importation. Pour parfaire l'application et livrer ainsi le résultat aux utilisateurs, il conviendrait à l'issue, bien sûr, de masquer les colonnes intermédiaires de calcul. Il y avait aussi la hache, bien entendu. Je faisais la vérification, les numéros n'apparaissaient pas tout simplement parce que la référence marquée était située plus bas. Dans la feuille OF, il convient bien sûr de masquer la colonne X et puis dans la feuille console de masquer les colonnes intermédiaires de calcul qui ont servi justement à construire cette liste déroulante dynamique purgée des doublons. Voilà pour cette petite application de gestion de la logistique d'une entreprise consistant à importer, à récupérer toutes les informations de tous les enregistrements liés à une référence redondante grâce à ces petites astuces de calcul intermédiaire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.